Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 3-0 sur la pelouse du San Siro. Doublé de Leao et but de Théo Hernandez, les trois en seconde période. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai à mes côtés Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Et Théo. Salut Théo. Salut à tous. Yann, qu'as-tu pensé de cette rencontre collectivement parlant ? Alors pour commencer, Guillaume, tu le sais, j'aime bien débuter avec un petit chiffre, 22,18. C'est la moyenne d'âge de notre effectif aligné par Pioli, de notre 11 de base aligné par Pioli ce soir. Donc déjà un point positif là-dessus. Milan aligne de jeunes joueurs, fait confiance à de jeunes joueurs et c'est de bon augure pour le futur, je pense. Pour ce match, il n'y a que de belles choses. En surface, une victoire, 3-0. Invaincu, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Toujours aucun but encaissé. Magnifique. Mais dans l'ensemble, ce match, on arrive à voir qu'on a quelques difficultés. Et notamment, première difficulté, Pioli aligne un 11 de départ assez inédit pour un peu faire respirer nos joueurs qui ont eu un long match très compliqué face à Rio Ave en Europa League. Et dû à ça, on a vu des joueurs qui auraient dû prendre les choses en main dans ce match qui ont eu un peu de peine. Le match commence gentiment, une première mi-temps très poussive de nos joueurs. On a même l'équipe de Spezia qui va se procurer quelques occasions avec une immense parade de Donnarumma déjà sur une bourde de Calabria à la 21e minute. Ensuite, à la 44e minute, c'est Verde qui s'en va seul sur le côté droit. Et là aussi, Donnarumma nous sauve à nouveau. Et ensuite arrive la mi-temps. À la mi-temps, on sort Colombo, qui est pour moi totalement passé à côté de sa partie, mais on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Et Akan, qui fait une entrée comme d'habitude géniale, j'ai trouvé, et qui nous donne ce petit piment, cette petite poudre de perlimpinpin, si j'ose citer Monsieur Macron, pour nous amener les 3 buts de la seconde période. Donc tout d'abord, sur un coup franc obtenu par Krunic, Akan, qui retrouve son poste de tireur de coup franc, qui va la déposer dans la surface, et Leao en tapine va la marquer. Et ensuite, Théo qui récupère à nouveau tel un cheval de course sur son côté gauche, un excellent ballon et qui va le placer à ras de terre dans le filet opposé du gardien de Spezia. Et à la 77e minute, un but de Leao sur un sorte de Salmankers que j'ai tout particulièrement apprécié ce soir sur son côté droit, qui centre du gauche, Kessie qui la remet de la tête au centre et Leao. Deuxième bonne action du Portugais ce soir qui arrive à la pousser au fond des filets. Très bien, donc tu es plutôt satisfait de la rencontre ? Disons, satisfait du résultat. Sur le fond, non. En surface, tout est positif. C'est clair, on n'a jamais vécu depuis beaucoup d'années un tel début en championnat. Avec 2006-2007, la saison, la dernière fois qu'on avait gagné 3 matchs d'affilée. Sans prendre de but, c'est absolument fantastique. Mais sur le fond, le match, on aura plusieurs choses à redire et je pense que Théo sera d'accord avec moi. Très bien. À ton tour, Théo, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Effectivement, Yann, je te suis sur ce que tu as vu et ce dont on peut retenir de cette rencontre face à Milan. Comme tu l'as dit, difficile d'oublier, de négliger le début de saison parfait qu'on fait. En termes de stats, évidemment, c'est une victoire 3-0 qui fait du bien. Mais je suis un peu plus dubitatif sur le jeu, sur le fond de jeu, ce qu'on a proposé ce soir. Parce que, certes, on sait qu'il nous manque Romagnoli derrière, que Zlatan sera de retour pour le derby et que on attend encore de savoir si Rebic sera disponible ou non le 17 octobre. Mais oui, il y a des choses qu'on doit corriger. J'avais de l'espoir sur les premières participations pour Colombo et Maldini. Je ne sais pas si c'est une question de condition ou de préparation, mais Pioli leur donne du temps de jeu, mais ils n'ont pas encore saisi leurs opportunités. Ils auront encore d'autres occasions pour le montrer, bien sûr. Mais ces 3 victoires-là, effectivement, face à Bologne, Crotone, Spezia, 2 promus et une équipe qui est plus en difficulté que les saisons passées pour les hommes de Sinisa Mihajlovic. Donc j'attends de voir. On reviendra plus longuement ensuite dessus. La performance, par exemple, de Rafael Leao, malgré son doublé, est pour moi juste un feu de paille sur ce qu'il a réellement apporté, au contraire, du côté de Milan ce soir.
Très bien, on en reviendra juste après sur le dossier Léo. Je pense qu'il animera nos tops et nos flops. Moi, j'ai trouvé que la première période, en fait, ce qui m'a marqué, c'est surtout en fait tout simplement le manque d'automatisme. Un 11 inédit, comme vous l'avez bien dit, et en fait, les joueurs qui avaient du mal à se trouver, qui combinaient pas bien. Brahim et Selmakers ont été très remuants. Moi, je trouve mention spéciale à ces deux-là. Ils n'intégreront pas mes tops par la suite, mais voilà, qui ont été remuants. Ils ont joué avec leurs armes. J'ai remarqué que, par exemple, Brahim, à chaque fois qu'il y avait une incursion dans la défense, c'était faute. De toute façon, les joueurs de Spezia couchaient Brahim, un tac par-ci, un tac par-là, mais à chaque fois, c'était faute. Brahim avait aucun espace pour jouer et Akan Çalhanoğlu a complètement désorganisé ce bloc très bas de Spezia. Je pense que aussi la sortie de leur attaquant vedette qui avait marqué les 3 seuls buts de leur saison peu avant la mi-temps, je crois, a vraiment désorganisé la tactique mise en place par Spezia. Donc, ils ont essayé de défendre le plus longtemps possible. Heureusement, on a trouvé très vite l'ouverture du score, enfin très vite en seconde période, l'ouverture du score avec Leao. Je trouvais aussi intéressant le match de Calabria sur le point de vue offensif. Je tiens à dire, ses appels dans la profondeur étaient très bons, ses centres aussi. Donc pareil, mention spéciale à lui. Et un bon match défensif, notamment de Donnarumma, qui a été vigilant tout au long de la rencontre pour apporter cette 3e clean sheet en 3 matchs. Tu parlais de la première mi-temps de Brahim Diaz. Au-delà de sa performance qui est plus agréable à suivre, je retiens aussi la polyvalence du joueur. On parle d'un joueur qui a connu sa première titularisation face à Crotone il y a quelques semaines en étant positionné sur l'aile droite. Aujourd'hui, il était positionné dans l'axe. Et sur ces 2 postes-là, il a réussi à apporter quasiment de la même manière un véritable soutien offensif. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement une doublure pour Hakan Çalhanoğlu, mais qu'on a surtout un joueur fiable pour pallier aux mauvaises performances de Samu Castillejo depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ce qui est pour moi une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, même parce que Rebic va revenir, on ne sait pas encore quand, mais quand il reviendra, il aura sûrement son poste de titulaire en couloir gauche. Et de se dire que Hakan en 10 et Brahim à droite, c'est quand même, je trouve, plus intéressant à mes yeux que d'alterner entre les contre-performances de Castillejo et le début de saison et les 6 mois de Salesmakers qui, pour moi, doit encore prouver. Tout à fait d'accord là-dessus. Et puis, tu as dit un mot important que je pense qu'on va redire très souvent ce soir, c'est le mot doublure. Ce soir, on testait de nouveaux joueurs pour voir s'ils avaient les épaules, le cran, pouvoir doubler, comme par exemple, je pense à la doublette Krunic-Tonali, qui avait la lourde tâche d'assumer le milieu de terrain, qui est d'habitude assumé par Bennacer et Kessie. Je trouve le match de ce soir très intéressant sur le point négatif, où on a vu que ces joueurs qui sont censés être les doublures de nos cadres, si on veut bien, ont vraiment beaucoup de peine à s'imposer. Je pense aussi à Colombo, par exemple, en attaque, beaucoup de peine à s'imposer. Et j'ai presque l'impression qu'on a une équipe type, que dès qu'on doit trouver une doublure à nos joueurs types, on est vite mis en difficulté, on a de la peine à faire le jeu. Super, tu vas pouvoir continuer avec tes tops, Yann. Alors, avec mes tops, j'ai longtemps hésité sur les défenseurs parce que pour moi, 3 clean sheets en 3 matchs, il faut mettre nos défenseurs en avant. Oui. Et jusqu'à maintenant, j'ai souvent parlé de Gabia, j'ai souvent parlé de Kier. Et ce soir, je vais mettre Gigio Donnarumma dans mes tops. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte à quel point ce joueur est fort. Tout d'abord par ses performances. Il me sort la déviation de Calabria en première période à la 21e minute. Il arrive à me la sortir incroyablement. Ensuite, la frappe de Verde à la 44e également. En deuxième mi-temps, il sort aussi un arrêt à la 65e minute. J'ai noté, c'est absolument super. Et au-delà de ses performances, c'est un vrai leader sur le terrain. On peut le remarquer avec les stades vides en ce moment. C'est un des points positifs que les stades soient vides, c'est qu'on entend beaucoup les joueurs communiquer les uns avec les autres. Et Donnarumma, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est pendant tout le match à replacer Kier, à replacer Gabia, à replacer toute sa défense, à diriger depuis ses cages la manœuvre depuis l'arrière. Et ça, je trouve absolument fantastique pour un joueur de cet âge-là. On l'oublie souvent, il est très très jeune, Donnarumma. Il a tellement C'est d'expérience. 1999, mais on a déjà l'impression qu'il a de l'expérience. Et autre chose incroyable chez Donnarumma, c'est ses sorties. On sait que quand un ballon va traîner dans la surface, au niveau de ses sorties et de sa grande taille, il va prendre tous les ballons. Donc vraiment que du positif de ce joueur, et c'est important de souligner ses performances dans nos 3 clean sheets de ce début de saison.
Tu parlais de communication dans les huis clos, Yann. Ça me fait penser à deux joueurs qu'on a beaucoup entendu parler entre eux ce soir. C'est Benasser et Salesmaker. En On français. fait, on fait pas forcément le lien tout de suite, mais Salesmaker, ça a appris à parler français plus jeune. Et Ismaël Benasser aussi, même si il joue avec les sélections belges et algériennes, ça fait partie d'un aspect francophone que j'avais pas forcément, auquel j'avais pas forcément prêté attention. Et l'avantage du huis clos, c'est qu'on entend un petit peu plus on entend un petit peu plus ce qui se passe sur le terrain. Et on l'a vu ce soir, les deux joueurs communiquent beaucoup entre eux sur le couloir droit. Ouais, j'ai aussi trouvé ça très intéressant ce soir, la communication des deux joueurs qui se surnomment l'un l'autre Alex et Isma et qui communiquent entre eux en français. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment amusant. Et Pioli aussi, qu'on entend beaucoup, beaucoup parler durant tout le match. Et oui, ces huis clos, je trouve que c'est aussi une façon de redécouvrir un peu, de voir que oui, les grandes équipes communiquent beaucoup entre elles pendant les matchs et on voit l'importance d'un capitaine comme Donnarumma lors de ses performances. Tu cites Pioli, la stat est sortie pendant le match. Pioli, c'est 6 défaites en 40 matchs avec l'AC Milan. La stat est juste énorme. C'est qu'il a vite su apporter à notre équipe qui a débuté la saison passée d'une manière totalement fausse. Je ne peux pas expliquer, c'est catastrophique ce qui s'est passé avec Gianpaolo, mais il a vite su rebondir, su trouver ses cadres dans l'équipe. Et oui, comme tu le dis, 6 défaites en 40 matchs avec l'AC Milan, dans l'état où il a repris l'équipe, je trouve que c'est vraiment une stat très, très intéressante et très bonne. Ton deuxième joueur, Donc, pour Yann. continuer. Mon deuxième joueur, c'est Brahim Diaz. On en a parlé tout à l'heure. En 10, très intéressant dans ses prises de balles. Lorsqu'il est lancé à pleine vitesse entre les deux rideaux, le rideau de milieu de terrain et le rideau défensif de la Spezia, il est pratiquement inarrêtable. La seule manière de l'arrêter, c'est de faire des fautes en lui retenant le maillot, en le couchant, en faisant des fautes d'anti-jeu. Donc, je l'ai trouvé vraiment excellent. Il lui manque encore un petit but ce soir pour vraiment être le top du top, mais très grande prestation de Brahim ce soir, qui a su, comme l'a dit Théo, on a vu qu'on peut également compter sur lui s'il faut sur le côté droit. Et je pense que c'est une option à réfléchir par la suite. Et ensuite, mon top du top, on en parle souvent, c'est un joueur qui pour moi est exceptionnel. On parle d'un défenseur gauche qui marque beaucoup, beaucoup de buts, qui est partout. C'est Théo Hernandez. Alors, Théo Hernandez, tout d'abord un peu mitigé de sa prestation parce que sur 2 occasions de la Spezia, je crois, Théo Hernandez est monté et le couloir gauche est totalement abandonné. Ouais. Donc ça, c'est ce qui me fait un peu… Ce qui m'a fait un peu retenir de le mettre dans mes tops. Mais ensuite, je me suis dit, sur les actions offensives, il est absolument partout. Et il me met encore un but où il arrive à passer devant le joueur à une vitesse incroyable. Il remonte tout le terrain, il arrive et il la met dans le petit filet, à terre, parfaite, comme il sait le faire. Du coup, pour moi, c'est le top de ce match. J'aurais pu aussi citer les bonnes prestations d'Akan, qui sont très bien rentrés dans leur match, de Kessie, de Benasser, qui sont rentrés parfaitement dans la partie. Mais pour moi, mes tops ce soir sont Gigio, Brahim et Théo. Ils sont rentrés comme des tauliers, j'ai eu l'impression, les Benasser, Akan et Kessié. La manière dont ils sont rentrés sur le terrain, le couteau entre les dents, le visage fermé. Enfin voilà, c'est les patrons de cette nouvelle équipe, bien sûr dirigée par Zlatan et Donnarumma en l'absence de Romagnoli. Mais ces 3 joueurs que sont Kessié, Akan et Benasser, je le répète, sont vraiment des tauliers maintenant de cette équipe. Ça me fait évidemment rebondir sur ce que j'ai décidé d'attribuer comme mon top 3 des joueurs ce soir. En 3e place à Cannes pour l'apport et surtout ce double visage, cet avant-après qu'on voit de l'animation offensive de Milan en 2e période. Ça explique aussi un petit peu la 2e période un peu plus intéressante à voir de Raphaël Leao, qui passe d'un positionnement sur l'aile à un positionnement en pointe, puisqu'il prend la place de Colombo qui est sorti. Akan rentre en 10, fait une entrée très percutante. C'est lui qui est à la baguette sur le premier but, très important. Je l'ai même vu, et Yann le disait très justement, défendre carrément sur le côté gauche, déserté par Théo Hernandez en seconde période. C'est toute une moindre mesure de venir couvrir, mais ça explique aussi la très bonne performance de Théo. En 2e place, Simon Kjær. Il fallait qu'on récompense sa défense, Yann le dit très justement. Et encore une fois, quel match ce soir, tout en sobriété, propre. Une grosse communication avec Calabria et Gabia. Et un clean sheet de plus pour un joueur qu'on ne soupçonnait absolument pas à ce niveau et à cette importance dans le vestiaire quand il arrive sur la pointe des pieds au mercato hivernal. Et puis enfin, Théo Hernandez, sans surprise, homme du match.
Il nous a rappelé la période difficile qu'on a traversée en début de saison l'année passée où c'était lui notre buteur. Il récidive ce soir un TGV et il va inscrire son but, sa spéciale petit filet en force opposée. Et puis au-delà de ce but, une performance complète et un apport offensif non négligeable pour un joueur qui, on le rappelle, n'est seulement que latéral gauche. Parfait. Pour ma part, j'ai aussi mis Kier en 3e position de mon top. Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit, Théo. Tu as tout dit. En 2e position, j'ai mis Sandro Tonali parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu, contrairement à ce que j'avais vu lors des 2 derniers matchs. J'ai trouvé que Sandro Tonali était assez propre dans ce qu'il faisait. En tout cas, il est en progression. Il va lui falloir du temps de toute façon pour s'adapter dans ce milieu. On n'a quasiment pas vu Krunic et Sandro Tonali a dirigé un peu à coups de longs ballons que je trouvais bien amenés. On sent qu'il a vraiment une qualité balle au pied qui est exceptionnelle. Donc voilà, j'ai trouvé ça encourageant, sa prestation. Il a été remplacé par Kessié et à côté de lui Benasser. Mais je trouvais que c'était encourageant et je tenais à souligner sa progression, en tout cas, par rapport aux 2 dernières prestations qu'on avait vues le week-end dernier face à Bologne et face à Rio Ave. Et en première position, Théo, récompensé pour son très bon travail offensif. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué sous nos couleurs. On sentait qu'il en avait envie, en tout cas, parce que voilà, ses incursions dans la défense adverse sont nombreuses à chaque match. Donc voilà, très belle prestation du Français. On va passer au flop à présent, les gars. Théo, je vais te laisser commencer pour les flops. Écoute, je t'en parlais dans mes tops. C'est un joueur dont la rentrée d'Akan Çalhanoğlu a, on va dire, encore plus illustré son non-match. C'est malheureusement Lorenzo Colombo. Il faut faire preuve de clémence pour un joueur de seulement 18 ans. Mais force est de se constater que sur les 2 derniers matchs où il est amené à être sur le terrain, que ce soit avec son entrée de Rio Ave, son match face à Bodo Klimt en 2e tour d'Europa League, ou ce soir où il joue 45 minutes, c'est très compliqué pour le jeune joueur de se trouver un rôle, de se trouver un poste, un rendement, tout simplement une importance au sein de ce 11 qui, on le sait, n'est pas facile à trouver, surtout quand on remplace Zlatan Ibrahimovic. Mais Colombo, pour moi, est passé à côté de son match. Et la manière avec laquelle on a fonctionné offensivement lorsqu'il sort et lorsqu'on replace les avant-pointe me fait que confirmer malheureusement qu'il va falloir faire preuve encore de clémence et de temps pour attendre un réel apport de ce joueur. C'est léger, non comme doublure pour Zlatan Ibrahimovic, Leao, 20 ans, 19 ans, c'est ça? C'est 18 ans pour Lorenzo Ouais. Colombo. C'est léger et c'est surtout pour moi pas le bon poste. On peut lancer un jeune joueur de 21 ou 22 ans qui vient par exemple d'une 2e division ou d'un échelon inférieur, puisqu'on sait qu'il sera habitué à enchaîner les matchs et à être capable, dans une toute moindre mesure, d'apporter quand Zlatan n'est pas là. Et là, on parle d'un joueur qui sort de la Primavera et de le lancer avec ce rôle qui est clairement le rôle d'une doublure, puisqu'on ne peut pas parler de 3e couteau. C'est dur, c'est très très dur, non seulement pour le joueur. Je pense au penalty qu'il loupe face à Rio Ave. On l'a senti miné moralement, c'est dur. Heureusement que derrière, Rio Ave ne transporte pas son penalty parce que sinon, il aura eu l'élimination du Milan AC sur les épaules et c'est très dur. Donc oui, pour moi, c'est évident qu'il est au mauvais endroit au mauvais moment. C'est la gestion du mercato qui passe par là aussi, mais être 2e, qui plus est derrière Zlatan à seulement 18 ans, c'est un statut qui est pas à la portée de tout le monde, c'est évident. Très bien. Ton 2e joueur? Mon 2e joueur pour finir, puisqu'il n'y en aura pas de 3e, c'est Raphaël Leao. Il y a un doublé, certes, c'est inévitable. Mais le football, c'est pas que des stats. Et si on se penche simplement sur les 2 buts qu'il met, des 2 tapines, comme Yann disait, le but est tout fait. Il faut certes être là au bon endroit au bon moment, mais à la limite, toute proportion gardée, bien sûr, Inzaghi était souvent un attaquant bien placé. Mais il y avait une intelligence tactique et une vision de jeu qui était tellement complémentaire, tellement importante autour de ça, que même si parfois il marquait des buts tout faits, il y avait un apport autour. Raphaël Leao, dans une toute autre moindre mesure, il n'a pas eu cet apport-là. Aujourd'hui, couloir gauche, on l'a vu très nonchalant. Pour moi, avec un apport pas assez intéressant. Sa rentrée face à Rio Ave, pareil, en marchant, en trottinant, il met son doublé ce soir, il se relance. Et j'espère sincèrement que sur le prochain match, il y aura un apport constant tout au long de la rencontre parce que mettre des doublés face au dernier dans un but vide, c'est bien. Mais apporter sur toute une saison et avoir ce vrai rôle de second couteau qu'il avait l'année dernière, c'est mieux.
Ouais, pour moi, j'ai envie de rebondir sur totalement d'accord ce que tu dis sur Léao. Il a un comportement sur le terrain que je n'apprécie pas du tout. Cette nonchalance ne me convient absolument pas de base. Mais alors, quand en plus tout ce qu'il entreprend sur son flanc gauche, qui d'habitude, c'est là où il fait la différence, où il arrive à prendre de vitesse les latéraux adverses, où il arrive à travers certains passements de jambes à éliminer des Et joueurs. encore. Ce soir, il a absolument tout raté. Il a Mm. absolument réussi il a rien réussi de ce qu'il a entrepris ce soir sur son côté gauche. Et ce qui m'a peut-être un peu réconforté, c'est qu'au moment où il est passé neuf, donc en doublure d'Ibrahimovic, si on veut bien, on l'a vu présent sur des tapines au bon moment, au bon endroit. Et je me dis, on en a parlé lors du dernier podcast, Guillaume, est-ce que la fameuse doublure d'Ibrahimovic ne serait pas Raphaël Leao? Eh ben moi je pense justement que c'est là qu'il va jouer parce que voilà, on a vu Aougui en tant que milieu gauche et donc je pense que ce sera lui la doublure de Rebic à ce poste-là et donc du coup il reste un Leao qui à droite on a du Brahim Diaz, on a du Salmakers, on a du Castillero. Au milieu de terrain en 10 c'est pas son poste donc il reste derrière Ibra. On sait en plus la relation qu'il a avec Ibrahimovic donc je pense que finalement c'est peut-être le bon poste. Après, voilà, on sait comment il joue. Voilà, il va chercher des longs ballons. On sait qu'on peut lui en donner. Il plantera quand il rentrera, je l'espère. Après, j'ai trouvé son placement bon. Pour le coup, ok, le deuxième but est tout fait, mais le premier, fallait quand même le réussir. Je pense que Oui, bien sûr. plusieurs attaquants, pas en confiance, l'auraient mis dans les nuages. Il la met bien dans le bon timing. Donc ça, faut le saluer. Mais moi, je trouve que sa première période est simplement dégueulasse, comme son match entier face à Rio Ave. Et voilà, et c'est cette nonchalance, moi, qui m'exaspère chez ce joueur. Ces passements de jambes qui ne passent pas face à un défenseur droit de la Spezia parce que c'est tellement téléphoné. Enfin, même, j'ai trouvé que la défense sur le premier, je crois, la première action offensive de Léao, la défense du joueur de Spezia qui fait mine de se jeter, et puis enfin l'intercepte avec le pied droit, mais c'est tellement téléphoné, il le sent venir à 10 000 km. Heureusement qu'on a eu Théo qui a vraiment équilibré sur ce couloir gauche, mais j'ai trouvé ça très faible, et malgré les deux buts, et j'en suis content parce que franchement, je pense qu'il avait besoin de cette confiance, de ce regain de confiance. Il met un doublé, je suis content pour lui, mais c'est encore tellement léger pour le mettre parmi les tops et on est tous d'accord là-dessus. Pour le coup, tu dis ça très justement. On a ce regard critique et cette attente de plus parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un potentiel qui lui permet d'aller plus haut, de gratter plus haut en termes de sommet. On n'a pas forcément ce regard et cet espoir sur cet ailier parce qu'on a connu des ailiers au potentiel nul ou quasi néant. Et la comparaison avec les performances d'Aubameyang sur ces derniers matchs Mm. et pour le coup mérité dans le sens où elle nous rappelle et elle nous ramène à des heures où on n'avait vraiment pas d'animation couloir gauche et on Mm. sait que Raphaël Léo est capable de mieux. Et pour moi, c'est indéniable. Il doit faire mieux, il doit apporter plus. Et tu le dis très justement, il y a de la nonchalance qu'il doit rapidement enlever, se concentrer sur les buts qu'il est capable de mettre, apporter offensivement tout au long d'une rencontre et non pas uniquement parce qu'on l'a changé de place, parce que c'est un joueur qui est capable de tellement mieux, tellement plus, qu'on est obligé d'être sévère avec lui sur ce match, même s'il met un doublé. Très bien, je vais faire très vite, je vais enchaîner sur mes flops pour ma part. Donc Léo en troisième position pour tout ce qu'on a évoqué. En deuxième position, j'ai mis Krunic, voilà, match quasiment fantomatique du milieu serbe. Donc, pas grand-chose à dire. De toute façon, il sera à ce poste-là, quatrième joueur dans la rotation, peut-être 5 si on est amené à en recruter un autre milieu. Mais voilà, rien à se mettre sous la dent. Une bonne longue passe pour Calabria qui aura déboulé côté droit pour centrer, mais c'est très faible de la part de Krunic. Après, j'en attends tellement peu que voilà, il est là, mais j'ai rien contre lui, quoi. Il fait ce qu'il peut. On l'a pas payé cher. Il mouille quand même le maillot, mais il a eu très peu de ballons. C'est aussi pour moi, pas le jeter dans la fosse au lion, mais cette titularisation aux côtés de Sandro Tonali, pour moi, servait beaucoup plus de test plutôt qu'une preuve de confiance, qu'une marque de confiance de la part de Stefano Pioli. Parce que Yann et toi, vous le disiez très justement, il y avait zéro automatisme. Et on peut pas leur en vouloir. On peut pas leur en vouloir dans la mesure où c'est deux profils différents qui se découvrent et que forcément, c'est un changement radical, puisque devant, il y avait peu de changements sur le trident offensif, alors que l'intégralité du double pivot était remise en question aujourd'hui.
des automatismes, ça se crée, heureusement, et j'ai envie de dire fort logiquement, Pioli a fait ce test face à un promu, parce que oui, effectivement, le double pivot était en dessous, et Krunic n'y est pas pour rien. Oui, alors moi aussi, ils font partie de mes deux flops aux côtés de Colombo, c'est Krunic et Tonali. Je veux juste rejoindre ce que vous venez de dire, mais c'est vraiment, dans l'ensemble, ils font pas un mauvais match, mais on les jette vraiment, comme tu le dis, dans la fosse au Dans la lion, où fosse au lion. on leur dit, vous devez prendre le poste de Bennacer et Kessie, qui est un des pivots qui fonctionne le mieux en ce moment, je pense, on peut presque le dire, dans le championnat d'Italie. C'est absolument fantastique ce qu'ils nous font, leurs prestations depuis le post-Covid. Et on met Tonali qui vient d'arriver là, qui est très jeune, aux côtés de Krunic qui n'a jamais joué à ce poste-là. Et ça donne, si on veut bien, sur la première mi-temps, on remarque que les milieux de Spezia et de Milan se contraient plus ou moins. Et dès le moment où on a vu l'entrée de Kessie et Bennacer, on a vraiment vu le milieu de Milan qui a pris totalement le dessus sur celui de la Spezia. Et c'est ce qui me fait dire que malheureusement, je mets aujourd'hui Krunic et Tonali dans les flops. Très bien. Je pense qu'on a fini le débrief autour de ce match. Juste avant d'aborder le débat du jour, l'AC Milan a signé cette semaine, enfin hier, Diogo Dalot. Théo, qui est ce joueur? Écoute, c'est une signature de plus pour Milan sur ce mercato. Diogo Dalot, c'est simple, c'est un joueur issu de la génération 99 qui est arrivé il y a 2 ans du côté de Manchester United à l'été 2018. Une signature à l'époque pour 22 millions d'euros, un latéral prometteur en provenance de Porto. Selon le bilan, après 2 saisons du côté des Red Devils, est très léger d'un point de vue statistique. Seulement 35 matchs disputés en 2 ans. Pas de mise à l'écart ou de conflit simplement avec le vestiaire, mais un problème musculaire plus physique qui relève du joueur, puisqu'il aura loupé 5 mois de blessures cumulées sur ces 2 années. Un constat qui me fait un petit peu douter de l'arrivée de ce joueur. Ça reste en moins un prêt, non pas un transfert. On verra bien c'est ce qu'il peut apporter. On sait simplement qu'il est arrivé avec cette étiquette de défenseur gauche, mais qu'il est également capable de jouer à droite. Donc voilà, 35 matchs en 2 ans, un but et 3 passes décisives avec les Red Devils. Et donc, on va dire une rotation assez importante pour soit soulager Théo Hernandez à gauche, puisqu'on sait que l'Axalt, ça va être peut-être un petit peu trop léger, ou soit une doublure un peu plus fiable à Calabria, puisque Conti est blessé actuellement. Mais pour moi, serait troisième dans cette hiérarchie si Dalot était venu à être confirmé dans le couloir droit. Ce qui est très intéressant chez ce joueur, c'est qu'il a cette polyvalence, comme tu l'as dit Théo, de jouer à gauche ou à droite, ce qui va permettre de soulager éventuellement Calabria ou Théo pour les mois à venir, parce qu'on va en revenir tout de suite. Les mois à venir vont être très, très, très chargés. Chargé pourquoi? Parce que Milan revient en Europa League et le tirage a eu lieu ce jeudi, je crois. Et donc, l'AC Milan a hérité du Celtic, du Sparta Prague et enfin de Lille. Théo, est-ce que c'est un bon tirage tout d'abord? Bon tirage, non. Je pense que pour le coup, le tirage n'a pas forcément été le plus clément avec nous. C'est pas forcément un bon tirage parce que déjà sur les 3 équipes on tient un participant en Ligue des Champions l'année dernière, un participant discret certes, puisque Lille n'aura pris qu'un point, mais un point dans un groupe où il y avait Valence, Chelsea et l'Ajax. Donc un groupe assez relevé. Du côté des performances des Écossais, le Celtic Glasgow, ils sont sortis en 32e de finale l'année passée face à Copenhague, mais ils avaient fini premier dans un groupe avec la Lazio Rennes et les Roumains de Cluj. Une performance qu'on n'a pas oubliée parce que sortir la Lazio et Rennes, c'est pas donné à tout le monde. Cluj avait fini deuxième dans ce groupe-là. Enfin, du côté des Sparta Prague, ils se qualifient finalement après un échec l'année passée, puisqu'ils étaient sortis au 3e tour qualificatif face aux Turcs de Trabzonspor. Très bien. Yann, ton avis sur la question? Pour moi aussi, tirage compliqué, surtout au niveau des 3 équipes qu'on prend. On prend quand même le Celtic Glasgow, qui est un club qui, dans les veines, a souvent l'habitude de jouer en Champions League. On se souvient de certains déplacements de grandes équipes dans les phases de groupe qui sont allées se casser les dents à Glasgow. C'est un stade très difficile à jouer. La chance pour nous, c'est que le stade sera vide. On connaît les ambiances écossaises qui sont très, très chaudes et c'est très compliqué d'aller jouer à Glasgow. Ensuite, Sparta, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est une équipe qui, sur ses 6 premiers matchs de championnat, a gagné ses 6 premiers matchs. Donc, c'est 6 matchs, 6 victoires pour le Sparta Prague. Donc, c'est un club qui est aussi en pleine bourre.
Celtic, c'est aussi un club qui est sur ses 5 derniers matchs aussi 5 victoires. Et ensuite, le LOSC, cette saison, c'est aussi un club qui est pour moi très intéressant avec un milieu de terrain que j'apprécie beaucoup et qui est aussi cette saison en ce moment 2e de Ligue 1 et invaincu pour l'instant sur les 6 premiers matchs. Donc, c'est 3 équipes qui sont quand même en pleine bourre en ce moment et je pense que ça va donner lieu à des beaux duels en Europa League pour nos joueurs. Et Très puis, si on se penche simplement sur le calendrier, on est début octobre et il faut se dire que d'ici le 5 novembre, il aura affronté l'Inter, mais aura également testé une première fois son groupe en affrontant le Sparta Prague, Celtic et le LOSC. On rajoute à côté de ça 2 matchs de championnat avec la Roma et l'Udinese et ça nous donne un mois très très chargé, d'où cette nécessité de rotation, on en parlait ce soir. Très bien. Moi, mon avis sur la question, c'est que c'est une poule qui ressemble assez à celle qu'on avait eue en 2018-2019. On était tombé avec le Betis Séville, l'Olympiakos et Dudelange. Poule un peu plus relevée parce que j'estime que Sparta Prague est peut-être meilleur que Dudelange. En revanche, 2 matchs pièges avec Lille qui ressemble un peu au Betis Séville et Olympiakos et le Celtic, ce sont des équipes qui se valent un peu avec des déplacements pas simples. Donc pour moi, on avait échoué dans cette poule, on avait fini 3e, il me semble. En tout cas, on était sorti, oui, c'était ça 3e, puisque l'Olympiakos nous avait éliminé 3-1 lors du match 6. Mais voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. On a Zlatan qui est un homme d'expérience. Et pour moi, nous sommes favoris dans cette poule. Donc, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous pensez qu'on est favoris? Parce que je sais que cette question a pas mal divisé sur les réseaux sociaux. Pour moi, on est favori. Pour moi, nous sommes l'AC Milan. Sur notre t-shirt, on a un petit set avec une coupe aux grandes oreilles. On a des joueurs d'expérience dans notre effectif qui sont censés faire la différence dans ce genre de match. Ce qui me fait beaucoup plus souci, et le match de ce soir a totalement soulevé ce problème, c'est la profondeur de notre effectif. Pour moi, jouer 6 matchs en moins d'un mois, ça va être très très compliqué. On a vu à Cannes en fin de saison dernière, on jouait un match tous les 3 jours qui n'arrivait plus à la fin. Kessie Benasser, je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à assumer tous ces matchs. Et donc, je pense qu'au niveau de notre effectif, de la profondeur de notre effectif, c'est ça qui va vraiment nous poser problème. Je partage le même avis que Yann là-dessus. Favori, j'aurais tendance à dire que oui, mais la prudence, pour moi, doit toujours être de mise, surtout dans un retour comme ça en Europe, quand on a déçu face à l'Olympiakos il y a quelques années. On a maintenant des armes, on va dire, un peu plus étoffées, un peu plus expérimentées, parce que si évidemment Zlatan sera notre danger numéro 1, Donnarumma et Romagnoli ont pris aussi en grade depuis ce dernier échec. Voilà, j'espère que la gestion de la rotation sera bonne, qu'on n'a pas forcément cette opportunité de pouvoir alterner entre Patrick Coutronnet et André Silva comme on l'avait fait lors de notre dernière participation en Europa League. Mais j'espère que l'intégralité de l'équipe sera prête. On a un gros mois qui nous attend pour ce mois d'octobre, 6 matchs. On le disait juste avant, mais j'espère qu'on sera prêt et qu'on va assumer notre statut de vainqueur de cette édition de Ligue des Champions. Merci les gars d'avoir participé à ce podcast. Merci chers auditeurs aussi pour vos nombreux commentaires. On les lit tous et ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous force à nous donner le meilleur de nous-mêmes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un pouce bleu, partagez autant que vous voulez. Et on se retrouve pour le derby dans 2 semaines face à l'Inter. En tout cas, prenez soin de vous et Forza Milan. Ciao. Salut à tous. Ciao tout le monde.